J'espère que vous avez bien démarré l'année comme nous, avec plein d'énergie, plein de ressourcements. On accueille aujourd'hui Romain Béraudier, qui est fondateur de l'entreprise La Bâtisse. Bonjour Romain. Bonjour Noël. Donc Romain va nous expliquer comment est-ce qu'il a bousculé les codes sociaux et sociétaux des organisations, et notamment en travaillant sur comment inclure beaucoup plus de femmes et féminiser le bâtiment, au travers de sa start-up. Donc avant de commencer avec Romain, comme je le fais chaque fois et là encore plus parce qu'il y a justement, je vais vous expliquer quelles sont les nouveautés, par rapport à cette saison 5. Donc, d'abord, je voudrais remercier tous nos ambassadeurs qui relient, avec beaucoup d'énergie, et depuis longtemps, nos matinales. Donc qui sont FIPLUS, le méta-réseau des financiers d'entreprise, qui sont les femmes ingénieures, elles sont toujours très présentes et très actives, merci à elles. PWN Lyon, qui est un réseau féminin aussi, qui s'occupe justement de la parité homme-femme. Lyon Décideur, qui est notre partenaire sur la partie médias. Et puis la BP Aura, qui est à nos côtés aussi, pour pouvoir justement faire en sorte que ces matinales rayonnent beaucoup plus. Donc voilà, merci à vous tous. Merci à vous surtout qui nous écoutez et qui êtes aussi de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. Donc, avant de pouvoir, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, avant de pouvoir laisser la parole à Romain et qui nous explique son aventure, son leadership, je voudrais simplement me présenter. Donc, je suis Muriel Montagnier. J'ai aussi fondé, comme Romain, mais il y a beaucoup plus longtemps, HMR Consulting et la Fabrique des leaders éclairés, plus récemment. HMR Consulting, qu'est-ce que c'est notre métier? C'est un cabinet de conseil en organisation et management qui existe depuis 13 ans. Et qui a vocation d'accompagner les transformations à fort enjeu humain, qu'on parle d'excellence opérationnelle ou de transformation culturelle et managériale. Notre force au sein du cabinet, c'est vraiment de notre capacité à construire la bonne tactique pour pouvoir engager les collaborateurs dans les transformations, dans les projets, pour accélérer, puisque c'est ça l'objectif, la mise en œuvre d'une belle vision et d'une belle stratégie pour qu'elle devienne efficiente et opérante, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Donc voilà, et pour ça, on s'appuie depuis 13 ans sur 3 pôles d'expertise. Un pôle conseil, donc avec des consultants qui sont capables de diagnostiquer les entreprises et d'apporter des solutions et de pouvoir et de gérer des projets de grande ampleur. Un pôle formation, on organise de formation avec la formation sur mesure pour pouvoir accompagner justement ces transformations-là et les monter en compétences. Et un pôle coaching avec des exécutifs coachs qui permettent justement de pouvoir accompagner la partie humaine, que ce soit sur des accompagnements individuels ou des accompagnements collectifs. Donc voilà notre vocation. Et puis, puisque là, vous êtes rentrés dans l'écosystème de la Fabrique des leaders éclairés, avec cette matinale, c'est un écosystème que j'ai créé en 2019, avec 2 objectifs en fait. Le premier, c'était de se dire, premier constat, c'est que en fait, et ça c'est mon constat d'expérience, quand on met en œuvre une stratégie, si le terreau n'est pas favorable, eh bien, on ne réussit pas à la mettre en œuvre. Donc ça, c'était le premier constat. On a beau faire ce qu'on veut, on tire sur les plantes, on a les bonnes graines, on a le bon jardinier, mais si le terreau n'est pas favorable, et le terreau, c'est le leadership en fait, c'est comment est-ce qu'on pourra engager les collaborateurs, comment on va pouvoir libérer les énergies. Donc voilà, donc ça c'était la première raison. Puis la deuxième, vous n'êtes pas sans savoir, 2019 était un peu précurseur, mais on est en changement de paradigme. On a quelques petits changements de paradigme, on est un peu bousculé par le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et dans ce monde-là, eh bien, un des changements de paradigme, c'est le leadership. Donc le leadership d'hier n'est plus en capacité d'adresser aujourd'hui les défis. Et donc c'est ça aussi sur lequel je voulais apporter à la fois des ressources pour les top managers, et à la fois pouvoir justement accompagner ce changement de paradigme et justement les aptitudes qu'il faut avoir aujourd'hui pour être un leader et pour pouvoir mener sereinement les transformations et sereinement faire face aux défis actuels. Donc voilà effectivement pourquoi vous êtes dans l'écosystème de la fabrique. Et donc, un petit peu d'actualité de notre écosystème, justement, qui s'appuie sur 3 piliers. Un pilier de coopération, donc on lance des clubs et cette année, la nouveauté 2025, c'est de lancer des clubs de DRH et des clubs d'expats, des clubs internationaux. Donc voilà, on a un club, c'est très simple, c'est un petit cercle de 10 personnes qui échangent régulièrement le long de l'année avec des rencontres courtes et impactantes entre midi et 2 en Teams, comme ça on peut se parler des 4 coins de la planète.
et sur des formats très opérationnels, soit en co-développement, c'est-à-dire qu'un dirigeant arrive avec un caillou dans sa chaussure et les 9 autres l'aident à pouvoir le résoudre. Donc on repart avec plein de choses et on grandit ensemble, c'est ça la coopération, on s'aide et on s'entraide. Des sessions de masterclass avec des PhD, des experts de très haut niveau qui challengent sur les thématiques d'actualité. Et puis bien sûr des dîners réseau pour pouvoir travailler être dans des moments de convivialité, mais aussi du mentoring avec des mentors de très haut niveau qui peuvent justement vous aider sur des points très précis, et puis des expedition learning. Donc voilà, un programme très complet sur 6 mois minimum et sur l'année, pour pouvoir continuer à coopérer et travailler en intelligence collective. Donc ça, et puis vous pouvez vous inscrire justement, on fait des séances de découverte en mode codev, donc l'occasion de rencontrer d'autres dirigeants et de justement travailler sur une problématique bien précise. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.lafabriquedesLE.fr. Premier pilier, la coopération. Deuxième pilier, la croissance. Donc avec les parcours de leaders éclairés, on verra que ces parcours-là sont bâtis sur justement les aptitudes qu'il faut développer aujourd'hui. Et puis des séminaires, mais je vous en parlerai à la prochaine matinale, parce qu'on a 2 nouveaux séminaires phares qui sont en train de se peaufiner. Un troisième pilier, c'est celui dans lequel vous participez ce matin. C'est un pilier d'inspiration avec les matinales. Je voulais vraiment que justement vous puissiez vous inspirer des gens qui ont suivi ce chemin, qui ont réinventé leur leadership. Et donc voilà, donc Romain va nous parler aujourd'hui, et la prochaine, si vous voulez déjà vous inscrire, parce qu'on peut, les inscriptions sont ouvertes, ce sera Bénédicte Durand, qui est directrice générale du groupe Altéora, qui nous parlera justement de comment elle a transformé son entreprise en fait, et quel leadership pour vraiment faire ces transformations et nous donner des tips par rapport à ça. Donc voilà, justement, par rapport à le fil rouge de cette saison et les 6 aptitudes du leader éclairé dont je vous parlais, eh bien, on a identifié, alors c'est à la fois l'expérience et à la fois effectivement le recueil de toutes les expériences des dirigeants avec lesquels on a échangé et qui ont mené ces transformations et réinventé leur leadership. Aujourd'hui, c'est la résilience et la créativité, qui est une première compétence, première aptitude. L'intuition, la vision et l'agilité, la gestion des paradoxes, la mentalité de croissance, la bioempathie pour travailler justement sur la RSE, et l'ouverture à la diversité. Voilà, derrière ces éléments-là, alors moi je ne vais pas vous les détailler là, mais justement, j'ai demandé à chacun de nos invités, et c'est comme ça que ça sera notre boussole cette année, c'est de pouvoir justement inviter des dirigeants qui incarnent une ou deux de ces aptitudes et qui vont nous en parler de manière très concrète. Donc je reviens à Romain. Romain, le principe, tu le connais. Alors d'abord, je vais te présenter, parce que pour que les gens sachent ce que c'est, puis tu continueras cette présentation, tu m'arrêtes si ce n'est pas la bonne. Et ensuite, le principe, c'est que je te pose 3 questions qu'on a mis là et qui s'affichent. Et je demande, et surtout n'hésitez pas, puisque je voudrais vraiment que cette session soit interactive, à poser vos questions dans le chat. Et puis Romain se fera un plaisir justement de répondre à celles-ci et de les prendre au bon pour pouvoir y répondre. Donc Romain, toi, tu es diplômé d'HEC. Tout à fait. Tu avais un parcours qui était un chemin tout tracé. Diplômé d'HEC, début carrière chez Suez, grand groupe. Donc, et malgré ça, tu as décidé de créer la bâtisse. Est-ce que tu peux nous expliquer, Romain, c'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui fait, et ça nous donnera certainement à ceux qui nous écoutent un peu qui se posent des questions, comment on attire aujourd'hui et comment on garde les talents. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi, un jeune entrepreneur, fait qu'il quitte son chemin tout tracé pour pouvoir s'attaquer à la face nord quand même, ce qui n'est pas facile, le métier de fondateur, de créateur d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là ce matin pour la petite matinale. Vraiment, posez toutes vos questions, parce que je préfère que ce soit interactif à un maximum. Pour me présenter du coup en quelques mots comment je suis passé de ce parcours un peu tout tracé à créer la bâtisse. Si tu veux, de base, moi je suis rentré chez Suez après mon parcours à HEC en me disant j'ai vraiment envie d'œuvrer pour la transition environnementale. Donc j'avais envie de changer le monde, et je me disais, soit je vais dans un grand groupe et ma contribution à mon tout petit niveau peut faire en sorte qu'une énorme machine change de direction, ou alors l'autre solution, c'est aller dans une petite structure naissante et là, travailler sur un sujet spécifique, par exemple, je sais pas, le recyclage d'un type de déchets ou la préservation d'un type d'écosystème. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Suez.
Et en fait, il s'est passé plusieurs choses dans les tout premiers mois où je suis arrivé. Déjà, je suis rentré un mois avant la crise du Covid. Deuxièmement, j'ai eu un peu une crise existentielle qui s'est déclenchée sur on rentre dans la vie active, je perds quelqu'un de très proche dans ma famille, je perds ma grand-mère. Et en plus, je me rends compte qu'en fait, Suez n'est pas aussi engagé que je ne le pensais sur la question environnementale. Et ça ne me correspond pas en termes de mentalité, au sens où je pense que je suis quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de liberté, de beaucoup challenger le statu quo dans une organisation qui, par définition, un grand groupe, a beaucoup plus d'inertie, beaucoup plus de stabilité. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu au bout d'1 an à me dire, en fait, je ne vais pas rester très longtemps ici. C'est pas du tout fait pour moi. Je me sens pas heureux dans mon job. Et donc, je vais partir. Si je pars, je veux partir avec, je veux sûrement partir avec une rupture conventionnelle, même si je suis jeune. Et donc, se pose la question de, je vais avoir 18 mois de chômage. Je pensais plutôt créer une société dans 10 ou 15 ans parce que c'était la sécurité. J'ai 25 ans. J'ai personne à charge, j'ai pas d'enfant, je vis juste avec ma copine. Si j'ai besoin de 1500 balles pour vivre par mois, donc exactement ce que mon chômage me couvre, est-ce que c'est pas le moment en fait? Et c'est comme ça que du coup, c'est enclenché le fait de se dire, bah oui, je vais tenter ça. Donc pendant 6 mois, j'ai fait un parcours d'accompagnement qui s'appelle Ticket for Change pour des personnes qui ont des idées de création d'entreprise. Et j'en ai parlé à personne, uniquement de ma copine, parce que je voulais que justement personne ne projette les craintes que eux auraient pu avoir de je me revois à 25 ans et en fait, que fait mon fils, pourquoi il se jette là-dedans? Que fait mon ami, pourquoi il se jette là-dedans? Et donc, j'ai attendu 6 mois avant d'en parler à mes proches en disant, bah voilà, en fait, je vais monter ma boîte, quoi. Parce qu'en général, quand tu montes ta boîte, tout le monde projette ses craintes et ses peurs en toi, alors que tu en as déjà assez parce que tu te doutes un peu quand même, tu n'es pas sûr de toi. Voilà comment ça s'est fait. Waouh! Donc ça, c'était le 1er, l'intention, on va les dire, Ouais. et ensuite la concrétisation, en fait. Pourquoi la Bâtisse? Explique-nous pourquoi ce Mmh. projet-là, en fait, plus Ouais. particulièrement? Bah, du coup, pour repartir du sujet, moi, je voulais vraiment travailler sur la question environnementale. Je travaillais chez Suez dans un site qui enfouissait beaucoup de déchets, donc beaucoup de déchets du bâtiment. Et je me disais, je vais aller travailler dans un secteur à très gros enjeux sociaux et environnementaux. Bon, bah, le bâtiment est très vite apparu comme un secteur important. Premier secteur émission de gaz à effet de premier secteur de producteur de déchets, deuxième secteur de gaz à effet de serre en France. Et j'ai une famille qui vient de l'artisanat, pas du bâtiment. Donc, ça cochait toutes les cases. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de monter un peu une boîte. Moi, mon idéal, je viens de Bourg-en-Bresse, donc je voyais plutôt petite PME, 50 personnes, qui fait vivre pas mal de monde en local. Enfin, petite PME, belle PME quand même. Et donc, le bâtiment se prêtait beaucoup à ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire une formation de 6 mois ou 1 an dans la rénovation énergétique. À l'époque, ça explosait vraiment. Et je vais monter ma boîte. Et puis, en fait, en cherchant la formation, je me rendais compte que les centres de formation qui existaient n'étaient pas du tout adaptés. Il n'y avait rien qui existait pour les personnes en reconversion pro. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a un truc à créer, en fait. Et donc, là, c'est poser la première brique de faisons une école pour la reconversion dans le bâtiment. Et je voulais qu'il y ait un fort impact social ou environnemental. Donc, pendant 6 mois, je me suis posé la question je pitchais une école pour les femmes ou une école de l'éco-construction en essayant de voir un petit peu ce qui prenait le mieux. Et en fait, très rapidement, le sujet femmes m'a beaucoup plu parce que 1% de femmes dans le secteur sur les métiers du bâtiment, énorme potentiel, très gros enjeux sociaux. Et voilà, j'avais des femmes aussi qui m'inspiraient beaucoup dans mon environnement familial. Je vis avec une copine qui est franco-suédoise, donc qui a une approche de l'égalité homme-femme qui est un peu plus avancée, je dirais, que celle qu'on a en France. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure à la bâtisse. Et puis, j'avais 25 ans, donc je me disais, j'ai envie de créer un truc qui n'existe pas vraiment. Voilà. J'avais une station qui me résonnait pas mal, qui était pour obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et là, je me disais, bah, non seulement je vais monter une boîte, mais en plus, je vais monter un truc qui n'a jamais existé, quoi. Donc, tu te lances dans quelque chose qui n'a jamais existé, ce qui est que quand même quand je disais que c'est la face nord, c'était peu dire, en fait, hein, parce que Oui, c'est la déjà phase quand ça nord. existe, c'est plus facile, mais quand ça n'existe pas et que tu le crées, c'est encore plus compliqué. Et donc du coup là, comment c'est quoi, est-ce que les portes s'ouvrent facilement? C'est quoi les difficultés que tu rencontres comme tout entrepreneur? Hmm. Justement parce que tu dois bousculer des codes, justement parce que c'est quelque chose qui n'existe pas? À quoi tu te confrontes par rapport à ça? Bah, je me confronte un peu à 2 problèmes. Il y a un problème un peu perso, de légitimité, mais on en parlera un peu plus tard. Et surtout le 1er problème, c'est, bah, voilà, en fait, ça fait 20 ans que le bâtiment,
dans les organes syndicaux, la Fédération française du bâtiment, au niveau politique, on veut féminiser ce secteur-là et tout le monde me dit, bah, en fait, ouais, bah, t'es gentil, t'as 25 ans, t'es pas du bâtiment, c'est pas toi qui vas y arriver, quoi. Et donc, il y a quand même un vrai sujet de, c'est bien que quelqu'un veuille le faire, maintenant, just do it, quoi. Bah, ok, bah, just do it. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Et je me suis dit, il faut montrer qu'on arrive à recruter une promotion en formation avec une majorité de femmes. Donc, trouver des femmes qui veulent se reconvertir au métier de plomberie chauffage, par exemple. J'ai appris la plomberie chauffage parce que j'avais trouvé en fait une entreprise de plomberie chauffage qui avait son centre de formation et qui étaient les seuls à croire dans mon projet en disant ouais, carrément, le sujet de la féminisation et former des femmes, nous, on y croit. Les acteurs traditionnels installés avaient trop d'inertie culturelle, en fait. C'est plus des suiveurs, mais ça ne pouvait pas être des pionniers sur le sujet. Et donc, au bout de 3-4 mois à Lyon, on s'est tapé dans la main avec ce partenaire en disant bah, go, dans 3 mois, on lance la promo. Il nous faut du coup une dizaine de personnes. Il nous faut des entreprises. On a les formateurs. On a le matériel. Donc, moi, je me suis occupé de créer la formation des 3 premiers mois, trouver les femmes et de trouver les entreprises. Et on a commencé du coup 3 mois après, donc en novembre 2022, avec 3 hommes et 6 femmes en formation qui commençaient du coup 3 mois de préqualification en plomberie chauffage avant derrière de faire une alternance de 16 mois classique sur un CAP chauffagiste. Dis-moi, est-ce que ça a été facile? Est-ce que quand on a échangé, tu me dis, ben, il y avait des freins des deux côtés, en fait. Il y avait du côté des femmes, en fait, et du côté du BTP, même s'il y avait une attractivité. C'est quoi ce que tu as dû affronter et passer ces barrières, en fait? Ouais, bah, du coup, comme je disais, il y a un enjeu de légitimité, déjà parce que pendant, je pense bien 1 an, on se dit: «Bah, c'est un sujet qui concerne plus les femmes et pourquoi un homme, s'attaque à ça?» Et en plus, on nous le dit, on me pose la question, plusieurs fois, ce qui est assez dur. Mais ça permet d'évoluer aussi de pourquoi toi tu fais vraiment ce projet. Et l'autre sujet, c'est, bah, tu connais pas le secteur. Donc, moi, je suis parti faire des immersions d'une journée ou 2 avec des artisanes, une dizaine d'artisanes, pour partager leur quotidien sur le métier. Pourquoi tu fais ce métier-là? Est-ce que tu le laisserais faire à ta fille? Est-ce que tu le laisserais faire à ton fils? C'est quoi les difficultés? C'est quoi les motivations? Vraiment rentrer dans le concret aussi. Je sais pas, comment ça se passe quand tu as tes règles et que tu dois aller sur chantier, que tu peux pas le faire. Enfin, des aspects vraiment pratiques. Et du coup, je ressors de ces échanges et je me dis, bah, OK, je comprends pourquoi il n'y a pas de femmes dans le bâtiment aujourd'hui. En fait, il y a 3 grands obstacles. Il y a un obstacle à l'orientation où, en tant que femme, on ne nous présente pas ces métiers. Et si on nous les présente, les métiers manuels du bâtiment, on nous présente l'ébénisterie, la peinture, parce qu'il y a des attributs esthétiques, mais jamais l'électricité, la plomberie chauffage. Deuxième obstacle, le cadre de formation. Tu te retrouves dans une situation de minorité, voire seule, sans père avec qui échanger, sans exemple, sans rôle modèle. Et donc, rapidement, il y a une démotivation. Et troisième frein, troisième obstacle à lever, qui est l'insertion professionnelle, où tu peux être discriminé par les entreprises, mais surtout, tu as moins de connaissances du secteur, tu es moins prise au sérieux, et donc tu as besoin d'un vrai accompagnement pour t'insérer professionnellement. Et ces freins, non seulement avant de te lancer, inconsciemment, ils t'empêchent d'y aller, potentiellement, donc tu ne vas même pas penser à ce secteur-là, ou tu te jettes dedans, et plus tu te confrontes à un obstacle, plus du coup, tu as un fort taux d'échec possible, quoi. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai dû lever comme frein, et c'est pour ça que toute la bâtisse est construite par rapport à comment est-ce qu'on lève ces freins-là. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu es arrivé à est-ce qu'il y a encore des freins? Est-ce que tu arrives à est-ce que c'est un travail au quotidien encore, qui reste à faire? Ou est-ce que tu as qu'est-ce que tu as réussi à déverrouiller? Quel frein tu as réussi à lever? Alors déjà, il y a encore les obstacles qui sont toujours là, ça mettra longtemps, je pense, à se lever. Le plus facile qu'on a levé, c'est sur l'orientation, parce que justement aujourd'hui, on touche nos publics féminins en envoyant un emailing par France Travail en disant venez découvrir ce métier. Donc on donne l'opportunité à des personnes qui sont dans une phase de réflexion professionnelle ou de recherche d'emploi de se dire tiens, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé et dans lequel je pourrais aller. Pour autant, on doit, pour vous donner un ordre d'idée, pour recruter, parce qu'on a aussi des hommes en formation, hein, c'est mixte, donc c'est 2 tiers à tiers à peu près. Pour recruter notre tiers d'hommes dans une promo, on fait une porte ouverte. Pour recruter 2 tiers de femmes dans notre promo, on fait 10 portes ouvertes. Donc il y a quand même énormément d'efforts à faire. Et après, sur les autres freins, sur le cadre de formation, bah, ça, on le maîtrise intégralement, donc il n'y a pas de sujet.
Le gros sujet, c'est l'insertion professionnelle. Il va y avoir des entreprises qui vont être, alors je pense 10% qui ne sont pas du tout favorables, qui sont même défavorables au sujet d'avoir des femmes en entreprise. Bon, bah ça, c'est une entreprise qui n'arriveront pas à s'adapter, qui vont mourir par elles-mêmes parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter aux changements sociétaux liés à la pénurie de main-d'œuvre aussi. Et après, il y a 10% d'entreprises qui nous attendaient, quoi, qui étaient, mais Dieu merci, on voulait avoir la diversité dans nos équipes, parce que ce n'est pas uniquement des femmes, c'est aussi la diversité de profils, de reconversion, d'avoir des personnes qui ne connaissent rien au bâtiment au départ, mais qui apportent tout leur savoir-être et toute leur expérience professionnelle passée. Et après, il y a cette grosse masse d'entreprises sur laquelle on travaille, qui est, bah, je ne sais pas trop comment m'y prendre en fait. Donc, je continue de faire comme avant et je ne me rends pas compte que faire comme avant, ça contribue au problème parce que je dis que je veux recruter des personnes en reconversion ou que je veux recruter des femmes, mais dans la réalité, si j'ai 3 profils féminins et 3 profils masculins, je vais me dire, ah ouais, mais j'ai l'impression que les 2 mecs là, qui ont travaillé pendant 2 semaines à l'intérim en tant qu'aide plombier, ils sont mieux que ces femmes qui n'ont jamais fait de bâtiment. Bah, forcément, elles n'ont jamais fait de bâtiment parce qu'elles ont fait du bricolage, elles n'ont jamais fait de bâtiment. Donc, tu vois, on continue quand même d'avoir un gros travail, notamment sur la partie acculturation entreprise, qui est significatif. Mais ce qui a vraiment changé, c'est les rôles modèles. Qu'est-ce que tu appelles les rôles modèles Les exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait 3 promos déjà. On a la première promotion de plombière chauffagiste là que nous, on a suivi intégralement, qui vient de diplômer. Donc, il y a 10 plombières chauffagistes qui ont eu leur diplôme grâce à la bâtisse. Bah, tout à coup, en fait, c'est les personnes que tu peux prendre en photo, qui font des vidéos, qui font des témoignages, qui parlent, qui portent la bonne parole, qui évangélisent en quelque sorte en disant bah, moi, c'est possible, je l'ai fait avec la bâtisse et plein d'autres femmes peuvent le faire. Pas tout le monde, plein d'autres. En fait, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est qu'il y a des résistances de croyances fortes du côté des femmes, du style où soit je ne sais pas, mais surtout, est-ce que je suis capable de faire ça, enfin, ou est-ce que, voilà, une espèce de plafond de verre aussi à ce niveau-là, de peut-être pas m'autoriser à faire ce métier-là. Et puis les entreprises qui aussi ont des croyances ancestrales, enfin, entre guillemets, d'un autre monde, en fait, qui sont dans je fais toujours la même chose et par des biais cognitifs aussi, et je reste là-dedans, en fait. Donc tu t'affrontes à la culture, en fait, et aux croyances, en fait, Tout à fait, ouais. C'était ça le principal frein. Et c'est vraiment ça le frein général qu'on a, donc il faut le défaire. Et pour le défaire, en gros, tu traites 2 choses. Tu traites le symptôme aujourd'hui. Comment est-ce que je fais en sorte que ces femmes qui se disent bah, je ne veux pas dans le bâtiment, on puisse quand même leur faire en sorte qu'elles viennent. Et comment tu fais en sorte que ces questions ne se posent plus. C'est-à-dire que et ça, pour traiter ça, c'est ce qu'on appelle traiter un problème social aux parties de la racine. Et en effet, pour ça, il faut aller dans les écoles, il faut faire la sensibilisation pendant des années et des années et des années pour que ce comportement soit gommé. Comment tu fais justement? Il y a des choses qui sont prévues à ce niveau-là? De quoi tu aurais besoin pour faire accélérer les choses, en fait, de manière culturelle? Parce que ça prend du temps, mais si tu avais une baguette aujourd'hui pour accélérer ça? Nous, pardon, le vrai enjeu, c'est d'avoir plus d'entreprises qui croient au sujet et qui, du coup, s'engagent avec nous. Nous, comment concrètement on va faire ça? Pour aider les apprenantes, on va construire la formation sur 2 grands piliers. On a un parcours de formation de 12 mois qui est vraiment clé en main, donc gratuit, rémunéré et accessible à toutes et à tous. On a d'abord la professionnalisation. Le but, c'est de former d'excellents professionnels pour qu'il y ait un effet waouh quand la personne arrive sur chantier. Donc, 80% de pratique en formation, un parcours avec 9 mois d'alternance sur 12, du coup, pour que justement la personne elle ait des compétences pratiques qui servent aussi demain. Parce que ce n'est pas juste un diplôme qu'il faut avoir, mais vraiment des compétences qui répondent aux besoins des entreprises. Et le deuxième aspect, c'est l'empowerment. On outille beaucoup nos apprenantes pour leur donner des clés sur justement comment est-ce que je me développe personnellement. Alors là, on se dit, je viens d'utiliser le buzzword le plus bullshit qu'on entend dans le monde managérial, empowerment. Concrètement, ça ressemble à quoi? Nous, du lundi au jeudi, les personnes, elles vont suivre une formation métier pratique. Et le vendredi, c'est dédié justement à la partie savoir-être. Donc, il y a de l'inspiration. On a une dizaine de témoignages de professionnels, des hommes, des femmes, des salariés, des entrepreneurs du bâtiment qui viennent présenter leur parcours pour que les personnes puissent s'identifier à ces parcours-là. Et après, on a des ateliers avec des coachs professionnels, des intervenants spécifiques. Comment est-ce qu'on lit une fiche de paye? Comment est-ce qu'on répond du tac au tac à des remarques sexistes sur chantier? Comment on identifie ses forces et ses talents?
On a un ostéopathe qui vient 3 heures sur comment est-ce que j'adopte les bons gestes et les bonnes postures physiques pour pas me blesser. Tous ces aspects-là qui sont vraiment des aspects indispensables pour pouvoir justement s'adapter au monde professionnel aujourd'hui. Et à côté, il faut travailler sur comment on fait changer le monde professionnel. Donc, on a un atelier de sensibilisation au sexisme à destination des entreprises, mais ça prendra énormément de temps. Donc, aujourd'hui, on doit quand même donner des outils pour pouvoir s'adapter à ce monde-là. Alors, j'ai plusieurs questions qui se posent. Ouais. D'abord, quelle est la moyenne d'âge des élèves femmes? Donc du coup, nous, on a une école de la reconversion, donc c'est 18, 18 ans, c'est minimum. On est entre 23 et 54 ans. On a une femme qui a 54 ans. La moyenne d'âge est entre 30 et 40 ans. D'accord. Une autre question, c'est est-ce qu'il est possible de mettre en place des mesures, à ton avis, de discrimination positive pour les femmes dans le secteur du bâtiment? Hmm. Bon, on touche un point. Enfin là, du coup, je vais répondre avec ma conviction. Moi, personnellement, je suis pas favorable au sens où je comprends tout à fait qu'il y a des pertinences de discrimination positive avec notamment les quotas, le fait d'inclure dans des marchés publics aussi des clauses sociales. Ça, c'est des choses qui nous ont été proposées. Moi, je suis pas favorable parce qu'aujourd'hui, justement, un des a priori des hommes en entreprise sur les chantiers, c'est une femme vient, du coup, je vais être encore plus dans l'attente de est-ce qu'elle a les compétences. Et du coup, de créer, donc la personne, elle va devoir faire ses preuves sur chantier pendant les premières semaines. D'où l'effet waouh qu'on doit créer de waouh, c'est une femme et en plus, elle sait trop bien faire le job. Donc, créer des quotas ou des discriminations positives à ce niveau-là, je ne pense pas que ce soit favorable aujourd'hui parce que si la personne n'est pas au niveau, ou même si elle l'était, ça serait oui, mais t'es là parce qu'en fait, le quota, il existe. Quoi. Oui, c'est le revers de la médaille, en fait. Exactement. Tu as raison. Et il n'y en a pas besoin, je pense. Il y en a Vraiment. pas besoin. Quel type de postes sont concernés essentiellement? Par la féminisation, du coup. Oui, j'imagine que c'est Alors, ça. du coup, nous, on est vraiment. En gros, il y a 12% de femmes dans le secteur du BTP aujourd'hui, mais c'est essentiellement des postes d'encadrement. C'est 1,2% sur les chantiers, donc des métiers manuels. Et nous, on forme que à des métiers manuels, donc des métiers plombières chauffagistes, électriciennes du bâtiment. On va lancer une formation, un nouveau corps de métier en plaquiste ou peintre à l'automne. Et du coup, si on parle vraiment en termes de nombre, c'est 500 000 personnes sur les chantiers dans le bâtiment, 6 000 femmes, 5 000 peintres. Donc ça veut dire que vous n'avez jamais rencontré une plombière chauffagiste, une électricienne. Il y a très très peu de chances statistiquement que ce soit arrivé. D'accord, alors maintenant que tu as un peu de recul sur ce qui se passe réellement sur le terrain, une fois que les femmes ont été formées, celles qui ont commencé, comment elles se j'allais dire comment elles sont alors accueillies, tu nous l'as dit, puisque tu les as préparées avant, mais est-ce qu'elles sont bien intégrées? Est-ce qu'elles se plaisent? Est-ce qu'elles continuent à faire ce métier-là, en fait, ou pas? Comment ça se Mm. passe une fois qu'elles sont dans l'entreprise? Et qu'est-ce qu'elles apportent de plus qu'il n'y avait avant, en fait? Est-ce qu'il y a un petit ou est-ce qu'elles apportent la même chose? Alors, du coup, je prends le dernier aspect déjà. Qu'est-ce qu'elles apportent en plus de la diversité. Enfin, je veux dire, d'avoir quand même un secteur qui serait à majorité féminine, enfin, à quasi-exclusivité féminine ou quasi-exclusivité masculine. C'est agréable d'avoir une autre vision parce qu'aujourd'hui, on a quand même une société qui a été éduquée de façon genrée. Donc, forcément, il n'y a pas les mêmes attributs, les mêmes stéréotypes. Ce que nous redonnent des partenaires d'entreprise, et désolé, ça va être aussi stéréotypé, hein, mais les personnes sont plus minutieuses, il y a moins de conflits, il y a plus de sérieux et de motivation. Et ça peut être lié soit du profil, je dirais, féminin, au fait d'être une femme, mais c'est aussi lié à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc qui n'ont pas le même niveau de savoir-être, qui n'ont pas le même bagage. Est-ce que ces personnes continuent, du coup, c'était ça ta deuxième question. Oui, elles se sentent bien dans l'entreprise. Après, on a quand même des difficultés d'accompagnement. Il y a un sujet managérial dans le bâtiment qui traverse un petit peu ce secteur depuis des années sur comment est-ce qu'on fait un feedback, enfin, comment est-ce qu'on communique. C'est un secteur qui est un peu qui est très authentique, qui est un peu à l'ancienne aussi par endroits. Donc on bouscule les codes avec des profils de reconversion et avec des femmes, et encore plus dans le secteur du bâtiment. Mmh. D'accord. Oui, où tu as une culture managériale qui est autre, en fait, qui est plutôt command and control, en fait, ou la culture du chef, en fait. Tout à fait. Et donc voilà. Donc très bien. Écoute, on va revenir un peu, si tu veux, justement, et merci beaucoup Romain pour tes réponses sur comment tu bouscules les codes et comment ça se fait. J'avais une dernière question qui nous vient du chat. Quel est l'objectif de la bâtisse? Est-ce que les femmes se mettent à leur compte ou bien est-ce qu'elles sont salariées?
au final? Alors, nous, on n'a pas d'objectif particulier par rapport à ça. Il y a à peu près 60% des femmes et des hommes qui candidatent à la bâtisse qui veulent se mettre à leur compte. Après, c'est un projet plus ou moins long terme parce que quand tu sors de 1 an de formation, tu as quand même besoin, tu as une phase de progressivité quand même, hein. Tu ne te mets pas à ton compte du jour au lendemain. Enfin, je suis mal placé pour en parler, mais, mais en général, ce que vont faire les personnes, c'est se mettre en auto-entrepreneur pendant quelques années, travailler en sous-traitance et en même temps monter leur boîte. Et puis comme ça, progressivement, ou reprendre une entreprise. Donc on est sur un 60-40 à peu près. Mais nous, tous les postes sont ouverts. Ça peut être de l'intérim. Beaucoup de gens font de l'intérim après parce que ça permet de voir d'autres compétences. CDI, CDD. Voilà. L'objectif, c'est que les personnes restent dans le bâtiment, peu importe le statut, je dirais, de l'emploi qui est aujourd'hui beaucoup plus ouvert de par les modes managériaux et les styles de travail. Mmh. Alors, si tu veux bien, Romain, on va revenir à ton ADN d'entrepreneur, en fait, pour bien Ouais. comprendre qu'est-ce qui te pousse, et le lien avec le leadership, en fait, comment on fait ça? Et puis s'il y a d'autres questions, j'ai bien sûr, je les prendrai dans le chat. Très Hem, Quel est le leadership et justement quelles sont les aptitudes de leadership que tu as besoin pour faire ce que tu fais? C'est-à-dire bien. pour pouvoir, bousculer les codes, avoir envie tous les matins, avoir un peu la foi tous les matins de se dire: «Bon, ben, voilà, je fais un métier, ça n'existe pas, mais je vais continuer à le faire parce que même si j'ai plein de freins, ben, et d'obstacles, et ben, je continue à les avoir. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille». Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme leadership et qu'est-ce qu'il faut Mmh. avoir comme aptitude de leadership? Quand on parlait tout à l'heure, parmi les 6 aptitudes de leader éclairé, quelles sont celles qui font que tu arrives à faire ce que tu fais aujourd'hui, Romain? Mmh. Bah, du coup, alors moi, c'est un peu par hasard, mais j'ai pris les 2 premières que tu as données, donc résilience et créativité et intuition, vision et agilité. Sur la première, résilience et créativité, moi, ce que je cherche vraiment, c'est d'entrée de jeu accepter le fait qu'on ne trouvera pas la solution du premier coup. On est dans une société qui est beaucoup dans le cognitif, qui justement va beaucoup rationaliser cet aspect de comment on va trouver la réponse à notre problème. Alors qu'en réalité, bah, on n'est pas des militants, on n'est pas des personnes idéologues, mais on est des personnes pragmatiques, les entrepreneurs. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment aller dans le réel, dans l'action, et c'est là où on va trouver les solutions. Et en fait, ça fait peur souvent parce que quand on se jette dans le réel, dans l'action, bah, il faut accepter qu'on va se tromper. Typiquement, moi, je dis parfois à mon équipe bah, que ouais, le cas que j'attends, enfin, pas qu'à mon équipe, mais de façon générale, que j'attends un peu avec appréhension. La première fois, on va avoir un cas sexiste costaud à la bâtisse ou dans une entreprise. Pourquoi? Parce que c'est comment est-ce qu'on va réagir à ce cas-là, comment on va le traiter, qui va aussi faire notre légitimité de est-ce qu'on est vraiment une école pour les femmes ou pas. Donc vraiment, le premier aspect, c'est d'aller dans le concret, d'aller dans le réel, qui pour moi est vraiment important, et dans cet aspect-là, de valoriser vraiment l'échec comme un apprentissage, de se dire, bah ouais, je me suis trompé là, et encore aujourd'hui, ça nous arrive, enfin moi, ça m'arrive tout le temps, quoi. Quand je vois la personne que je suis aujourd'hui et celle que j'étais il y a 3 ou 6 mois, ça n'a rien à voir, et les décisions que j'ai prises, elles me semblent limpides aujourd'hui, alors que j'hésitais du 50-50 à ce moment-là. Voilà, donc vraiment se faire confiance et aller dans le réel, je pense que c'est hyper important sur la partie résilience et créativité. Et sur la partie intuition, ça rejoint un peu cet aspect-là, mais moi, il y a 2 choses que j'avais un peu envie de dire. C'était la vision. Quand on est entrepreneur, qu'on se lance, on nous parle tout le temps de la vision. Quand on va lever des fonds aussi, les fonds d'investissement, les investisseurs, les banquiers, tout le monde parle que de ça, de la vision, de où est-ce que vous voulez aller. Et au début, en fait, moi, ça me mettait beaucoup la pression parce que bah, la vision, elle est énorme. Nous, on veut, la bâtisse, qu'il y ait 10% de femmes dans le bâtiment d'ici 10 ans. Grâce à nous, il y en a 1% aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y ait 60 000 femmes en plus. Et en fait, progressivement, je pense qu'il faut accepter que c'est juste une étoile, que c'est un guide, que ça permet de mettre en mouvement, mais que la vision, c'est pas ce qui va faire qu'on juge son action au quotidien. Et ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais vraiment, d'avoir cette vision, c'est très important parce que ça permet d'embarquer les gens, ça permet de nous embarquer aussi, de savoir pourquoi on avance et comment on avance, mais très important. Et l'autre aspect sur l'intuition, qui pour moi est un truc qu'on ne parle pas du tout. Comme je disais, je trouve qu'on est dans une société qui va vraiment rationaliser ses décisions, beaucoup optimiser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et finalement, ce qui va faire la différence, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité à prendre des décisions rapidement. Parce que mettre une semaine ou un mois pour prendre une décision,
bah, en fait, on n'a pas le temps. Donc, il faut la prendre tout de suite et après faire en sorte que la décision, elle soit la bonne. Et ça, en fait, moi, je me suis rendu compte en fonctionnant qu'on avait besoin d'un mode de décision à l'intuition. Donc, je vais toujours prendre un maximum d'informations avant de trancher, mais je vais toujours prendre ma décision à l'intuition et surtout la suivre. Si je sens que j'ai une voix qui me dit faut aller dans ce sens-là, et ben c'est pas grave, je vais y aller. Même si, in fine, c'est une erreur derrière et qu'il y aura un apprentissage, mais j'aurais fait confiance à mon intuition, je m'en serais toujours plus voulu de ne pas suivre mon intuition et d'avoir pris la mauvaise décision, par exemple. Mais très important, l'intuition, je trouve, c'est quelque chose qui est sous-estimé aujourd'hui dans notre façon de fonctionner, dans notre monde. Justement, comment tu fais pour, quand tu dis une voix, en fait, c'est quoi? Je sais que tu parlais, on en avait échangé sur l'intelligence émotionnelle, donc il faut avoir de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir ressentir les choses, en fait. Ouais. Comment elle te vient cette intuition et comment elle oriente, en fait, comment tu la sollicites? Comment on peut faire confiance à son intuition? Parce que tu as raison, on est dans un monde où c'est très cartésien, et où, dire que c'est l'intuition, c'était, voilà, ou alors avant c'était un peu, je vais faire des schémas, des raccourcis, mais c'était l'intelligence émotionnelle, j'ai déjà entendu en entreprise, c'était réservé aux femmes et l'intuition c'est pareil, c'est un côté féminin. Donc est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'intuition pour toi? Comment tu fais confiance en ça? Ah, c'est une sacrée colle que tu me poses là. Je sais pas, enfin, moi, ce que j'ai un peu analysé là-dessus, c'est que c'est plutôt l'expérience du passé. C'est-à-dire que forcément, on a décrédibilisé l'intuition en disant l'intuition pure d'une forme de génie, ça n'existe pas. Et ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça n'existe pas, l'intuition pure d'une forme de génie ou quelques rares personnes sur Terre. Mais le fruit de l'expérience, en fait, il est quand même assez riche et toute la partie inconsciente qu'on a emmagasinée dans une expérience, je sais pas, rencontrer une personne par exemple, donc en effet, on est dans l'intelligence émotionnelle. Si j'ai un mauvais feeling avec la personne, bah, je vais juste faire attention dans les prochaines relations pour me dire, OK, comment je sens cette personne sur une partie business où je la sentais pas, quoi. Parce que très souvent, ça va se matérialiser derrière, on n'est pas aligné en termes de valeurs, on n'a pas la même vision, et donc je vais beaucoup plus écouter cet aspect-là. Voilà, c'est plus, je pense, se dire, si là, je ressens un truc dans mon cœur qui me dit non, n'y va pas, bah, j'y vais pas, quoi. Pour autant, comme je suis quelqu'un qui suis plutôt fonceur, si l'intuition me dit n'y va pas, c'est vraiment qu'il faut pas que j'y aille, quoi. C'est d'y faire confiance et c'est mieux, et ça Exactement. commence par mieux se connaître en fait Ouais, et c'est d'avoir ça, cette faut faire confiance-là en confiance. fait, là-dessus. Donc tu parlais, donc tu disais créativité, aller chercher des solutions, mais aller les chercher sur le terrain en fait, c'était ça la créativité? Ouais, Et pouvoir imaginer des solutions différentes en fait, parce que c'est ce que tu as fait en fait. Au départ, quand tu pars de zéro, ça veut dire qu'il faut être créatif, il faut l'imaginer ce business model en fait, parce tout à qu'il fait. n'existait pas en fait. Donc Et en vrai, j'ai pas inventé non plus tant de choses parce que j'ai repris plein de choses que j'avais observées à droite à gauche. Le format de la formation, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu dans d'autres centres de formation. La partie inspiration, empowerment, pour moi, c'était tout ce que j'avais vu en école de commerce où je me disais, mais en fait, c'est hyper important, quoi. On peut pas juste avoir des personnes aujourd'hui qui savent faire. Il faut que les personnes, elles sachent comment elles doivent se comporter aussi en entreprise et comment apprendre à se développer individuellement, c'est très important. Pour revenir sur la question de l'intuition, en fait, et c'est lié à l'action justement, parce qu'en fait, je trouve qu'on a très peur de se jeter dans l'action, alors qu'en fait, il y a de l'anxiété avant d'être dans l'action, mais dans l'action, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Tu es en train de faire quelque chose, donc tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu es en train de manipuler le réel, donc tu trouves des solutions. Il n'y a plus d'anxiété et il y aura des solutions après. Donc, c'est quelque chose qui nous fait peur, tout dans la phase amont, mais une fois qu'on s'est jeté dedans, bah, je sais pas, c'est fait, quoi. Moi, le moment où je me dis comment est-ce que je vais recruter ces femmes dans la première promo, il me fait peur. Au moment où je dois faire des appels téléphoniques avec les 50 candidates qui sont inscrites, il n'y en a pas 50, hein, mais c'est pour un exemple, bah, tu peux pas réfléchir. Tu dois forcément les appeler et faire un truc. d'accord. Dis-moi, et justement, quel leadership, ou quelle culture managériale tu développes dans ton entreprise? Parce qu'il y a toi, et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, les premières personnes qui impulsent le leadership dans l'entreprise, ce sont les dirigeants, hein. Donc Oui. s'il n'y a pas d'impulsion, il ne se passe rien, généralement.
Et donc, toi, qu'est-ce que tu as choisi d'impulser, en fait? Est-ce que tu as choisi de voilà, c'est quoi la culture managériale que tu veux mettre en œuvre et c'est quoi le leadership que tu aimerais mettre en œuvre dans ton entreprise? Alors, du coup, moi, ce que j'attends vraiment, c'est que déjà, les personnes, elles soient responsables dans mon équipe. C'est-à-dire que je vais plus donner des responsabilités. C'est vrai, on a une petite équipe et c'est ma vision aussi. Mais les personnes, elles ont des comptes. Enfin, je leur donne les possibilités de prendre en main une tâche, même une mission complète, avec les enjeux, le budget, etc. Et après, qu'elles avancent avec ce sujet, mais elles sont responsables du bilan qu'elles vont rendre. Pas de micromanagement, surtout pas. On n'a pas le temps de faire ça. C'est pas du tout la vision. Et je tolérerais beaucoup plus que quelqu'un ait essayé de faire quelque chose et se soit trompé, que soit resté dans un statu quo sans rien faire, en se disant bah, j'ai eu peur de faire le truc, donc je l'ai pas fait, quoi. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect que j'attends beaucoup, c'est venir avec des solutions. Des problèmes, on en a tous les jours. Moi, c'est mon quotidien. Un entrepreneur, je crois que notre quotidien, c'est gérer des problèmes et trouver des solutions. Et du coup, j'attends beaucoup ça aussi de mes équipes, que au moment où on vient avec un problème ou une difficulté, la personne, elle a déjà fait la démarche, elle, individuellement, de se dire comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème. Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai les solutions, et c'est aussi comment est-ce que je valorise justement le collectif, puisqu'on est plusieurs, et donc du collectif, il va forcément y avoir des solutions qui vont apparaître plus facilement, et peut-être que moi, ça va me permettre de faire la synthèse. Ça, c'est le deuxième aspect. Et après, bon, nous, en termes de valeur, on a l'état d'esprit pionnier qui est très important de voilà, vouloir se jeter à l'eau, vouloir changer le statu quo. Deuxième valeur qu'on a, c'est faire collectif, donc vraiment comme une équipe de sport, quoi. On a des moments de difficulté, mais on a des moments de partage qui sont assez incroyables, et c'est de l'entraide vraiment entre nous qui fait qu'on va arriver à la performance. Et il y a des moments où on n'arrivera pas à la performance parce que c'est comme ça, on n'a pas ajusté les bons aspects aux beaux endroits, mais chacun doit assumer ses responsabilités. Moi, je construis vraiment ma culture d'équipe comme un sport co. J'ai fait beaucoup de handball avant, donc ça m'a beaucoup inspiré, et c'est comme ça que je cherche à instiller cette culture managériale, qui est en construction, hein, parce que on est trois depuis quelques mois, donc j'ai beaucoup à construire aussi, à mettre en œuvre là-dessus. J'ai une question de Pierre. Quels sont les principaux avantages de la diversité? Donc, on revient sur le métier dans le secteur du bâtiment, et comment cette diversité peut-elle contribuer à l'innovation, à la productivité, à la satisfaction des employés? On est sur le volet Ouais. diversité. Bah, alors, déjà, principal avantage, c'est de parvenir à recruter. Aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui manquent dans les métiers manuels du bâtiment, 1% de femmes donc dans les métiers. Donc, finalement, on se prive d'une candidate sur deux dans la population active, juste du point de vue de ne pas avoir féminisé, ne pas avoir des postes qui sont ouverts. Ça, c'est le premier avantage quand même qui est significatif, qui est celui auquel on répond au quotidien. Après, dans la diversité, pure, bah, pour moi, il y a quand même des tâches qui vont être peut-être plus faciles à faire par un homme ou par une femme. Tu vois, il y a des gabarits physiques ou des tâches qui vont être quand même plus compliquées pour une femme. Enfin, c'est des choses qu'on observe aujourd'hui, hein. Ce n'était pas du tout la conviction du départ, mais voilà, qui vont être plus compliquées par rapport à un certain gabarit physique plus que par rapport à un homme ou une femme. Mais de facto, du coup, statistiquement, c'est plus des hommes que des femmes. Et à l'inverse, je trouve que les publics qu'on va avoir féminins vont apporter quand même une fluidité dans la gestion de la relation client, dans justement instiller une nouvelle culture managériale qui est hyper important. Comment est-ce qu'on fait des bons feedbacks? Comment est-ce qu'on gère bien les conflits? Comment on fait une nouvelle culture d'entreprise? Comment on prend en compte les enjeux sociaux et environnementaux? Moi, c'était mon intuition au départ, c'est que d'amener de nouveaux profils dans le bâtiment, et notamment des femmes qui sont plus sensibles à la cause environnementale, bah, on n'aura plus les réactions de aujourd'hui, je m'en bats les machins de jeter mon plâtre dans un fossé parce que c'est pénible. Donc, c'est tous ces aspects-là qui, pour moi, vont permettre, tant d'un point de vue managérial que d'un point de vue enjeux sociaux et surtout environnementaux, vont radicalement changer la donne. Mais ça, c'est un impact à 10 ou 15 ans, quoi. Il va falloir changer les mentalités et les faire évoluer, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, autre question que j'avais, c'est justement, on reste sur la diversité, mais quel enseignement tu as du bâtiment, toi, qui pourrait aider d'autres entreprises ou d'autres secteurs, je sais, qui veulent travailler sur les enjeux d'inclusion et de diversité, en fait? Qu'est-ce que tu Alors, peux leur dire de tu vas ton pas du tout aimer expérience qui peut se dupliquer, en fait? tu vas pas du tout aimer ma réponse à ta question, mais c'est déjà qu'il n'y a pas de recette magique.
En fait, beaucoup de secteurs se disent: «Ah bah, vous l'avez fait ou vous le faites dans le bâtiment, comment nous on peut faire la même chose?» Et donc on prend, on réplique. Non, je pense que ça marche pas du tout. En revanche, le ce qui la bonne mé la ce qu'on peut répliquer, c'est la méthode. Partir du problème. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de femmes? Et se poser honnêtement la question de pourquoi ce secteur, typiquement, on peut prendre un opposé. Pourquoi il y a peu d'hommes qui vont dans le secteur de la petite enfance? Et se poser honnêtement les questions, bah tiens, c'est parce que déjà il y a un a priori sociétal sur un homme pédophile, donc moins orienté. Un homme, bah, en fait, une femme, c'est plus naturel pour elle de s'occuper des enfants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une construction sociétale? Je ne sais pas. Mais partir de tous ces éléments-là, que ce soit des constructions sociétales ou que ce soit des éléments qui sont à l'œuvre vraiment dans le secteur sur la façon dont on sélectionne les candidats, là où est-ce qu'on va les chercher, comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'on fait qu'ils s'insèrent professionnellement, poser ces questions-là honnêtes, c'est-à-dire avec des personnes qui sont du secteur mais qui ont envie d'avancer et des personnes qui ne sont pas du tout du secteur, bah, je pense que ça, c'est la recette clé pour pouvoir changer les codes d'un autre secteur et après reprendre des éléments. Moi, une école qui m'a beaucoup inspiré, c'est Adatech School, qui est une école du coup qui forme des développeuses à ce métier. Bon, bah, la partie inspirationnelle, elle existait, la partie inclusive, elle existait, donc on a repris ces blocs-là. Pour autant, on n'est pas, on va pas aussi loin dans la démarche d'inclusion parce que le secteur du bâtiment, il est moins adapté. Donc, merci, oui, non, non, il y avait pas de je me doutais bien que tu allais avoir cette réponse-là, Romain, et heureusement, elle est plutôt rassurante parce que tu m'avais dit que donc, voilà, j'aurais pensé que tu étais, la fée clochette et c'est pas le cas. Donc du coup, donc du Sinon, je coup, pas montrais du conseil. du coup, pas de réponse, pas de baguette magique, mais des vraies questions à se poser. Je pense que c'est ça que tu dis, se poser honnêtement les vraies Hmm. questions pour pouvoir y répondre. Hem, est-ce que à ou au niveau où tu en es, en fait, est-ce que, c'est quoi les perspectives de la bâtisse, en fait? Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre, en fait, Hmm. aujourd'hui? Compte tenu de ce que tu nous as dit, comment tu vas, scaler les choses? Comment tu veux faire ça pour, garder l'objectif du départ qui est quand même d'avoir de l'impact, en fait? C'est ce que tu nous Hmm. as dit, hein, c'est Tout à pour fait. ça que tu montes cette entreprise-là. C'est quoi le chemin qui reste à faire pour toi? Mmh. Bah, du coup, nous aujourd'hui, on a 2 formations à Lyon, sur notre campus. On va en ouvrir une troisième. C'était l'objectif du coup des 24 mois de développement qu'on a ouvert il y a à peu près 1 an et demi, de monter un campus avec une majorité de femmes en formation à Lyon, dans le bâtiment. Et après ça, du coup, ce qu'on veut, c'est ouvrir d'autres campus en France. Alors on va pas en ouvrir, 50, parce que justement, on a une optique vraiment d'impact qui est fort. Nous, l'objectif, c'est de monter maximum une dizaine de campus en propre, avec à chaque fois une centaine d'apprenantes sur un campus. Et pour faire ça, du coup, on a besoin d'avoir un impact écosystémique, c'est-à-dire un écosystème qui s'engage. La féminisation, c'est vraiment un défi qu'on va réaliser, mais c'est un défi de filière, donc ça doit transformer la filière. Donc il faut qu'il y ait d'autres centres de formation qui s'engagent, d'autres entreprises surtout qui s'engagent et qui disent bah, moi j'ai envie d'y aller et super, la bâtisse c'est un super acteur, on peut le faire avec eux. On a envie de recruter des profils en reconversion, on a envie de sensibiliser nos équipes, on a envie d'intégrer plus facilement des publics féminins. Et nous, après, on saura le faire, d'aller chercher ces profils et de les former et de faire en sorte qu'ils s'intègrent dans ces entreprises. D'accord, merci Romain. J'avais une autre question, mais alors il faudra que vous précisiez parce que moi je ne la connais pas. Est-ce que Romain s'appuie sur Sylvie Husson de Matalp, Capétie? Si oui, a-t-elle une approche particulière? A-t-elle intégré des femmes? Alors il faut que tu nous éclaires parce que moi je ne connais Je pas. connais pas. Si j'ai vu ça. Est-ce que Jean-Marc peut nous préciser qui est, Sylvie Husson, si c'est la question? Et après on essaiera d'y répondre. Je connais pas du tout. Bah, après, je peux répondre en disant sur qui je m'appuie, ça ira Ça c'est davantage aussi. exactement. Je m'appuie pas du tout sur elle. Aujourd'hui, nous, les acteurs et les actrices sur lesquels on s'est appuyé en termes un petit peu de modèles, justement, comme je vous ai dit, il y a Adatech School qui nous a beaucoup inspiré, qui est une personne vraiment de proche pour moi. Sinon, on va chercher vraiment des femmes dans le bâtiment. Après, c'est un peu complexe parce que c'est des personnes qui vont être d'accord de nous donner de l'inspiration, de venir faire un témoignage, mais tout notre métier à côté d'accompagnement, de sensibilisation, de recrutement, il reste le même. Donc, on commence à surtout s'appuyer sur nous, les apprenantes de la bâtisse, et quelques influenceuses BTP qu'on voit sur Instagram. Alors, il y a eu Kelly Cruz qui a complètement craqué les compteurs, que tout le monde connaît.
qui est une carreleuse en BTP. Mais il y a aussi pas mal d'influenceuses qui prennent la parole. Et c'est justement, nous, on va pousser nos apprenantes vers cet aspect-là de il y a du pouvoir à prendre. Et justement, féminiser tout l'aspect quand même qu'on donne derrière d'empowerment, d'occuper cette place. Occuper la place, c'est aussi prendre le pouvoir et prendre la place qui existe. Et aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, moi, je suis plombière, moi, je suis électricienne. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est quelque chose à faire. Je ne suis pas en train de mener une révolution. Je ne dis pas qu'il faut que les hommes prennent plus la parole à ce sujet-là. C'est juste que ce serait bien qu'elles puissent aussi s'exprimer sur leur métier. Donc, bien entendu. Impeccable. Dernière question, Romain. Si tu devais refaire le chemin en arrière, c'est quoi que tu ferais et c'est quoi que tu ferais pas au moment où tu as créé la bâtisse? Alors déjà, ce que je ferais sûr, c'est que je reviendrai m'installer à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne ferai pas ça à Paris parce que ça m'a permis aussi de construire un cadre de vie et justement une approche assez différente de l'entrepreneuriat qui est beaucoup médiatisée de façon générale aujourd'hui dans la société et en école de commerce. Je suis un start-upper, mais je n'ai pas l'impression d'être à Station F avec que des boîtes tech qui ont levé des millions et des millions d'euros, voire des milliards d'euros. Donc ça, je referais ça. Vraiment, je trouve ça assez agréable de faire l'entrepreneuriat de façon différente en ayant vraiment une approche d'impact social. Donc, comment est-ce qu'on fait interagir rentabilité et impact social? Donc, il faut qu'il y ait un besoin social, il faut qu'il y ait un besoin économique et en permanence, on va jongler avec les deux. Si on en oublie un, on n'est plus dans l'impact social et ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je ferais différemment? Je sais pas, je pense qu'il y a toujours un peu le côté de est-ce qu'on va assez vite sur son enjeu, sur son ambition aussi? Est-ce qu'on se donne les moyens de son ambition? J'ai l'impression que c'est une phrase ultra bullshit, mais c'est vrai. Et peut-être que je me dis, j'aurais peut-être dû lever des fonds plus rapidement, aller plus vite là-dessus. Bon, après, quand on a levé des fonds, on a d'autres problèmes aussi. Donc, non, franchement, je ne vois pas trop d'autres trucs que je ferais vraiment différemment. Je me poserais d'autres questions. Et puis, j'ai appris tellement de choses que là, je montrais un site internet beaucoup plus vite. On a le site internet, par exemple, qui existe depuis quelques mois, alors qu'on a fait j'ai quand même fait 300, ma première, pardon, j'ai fait 350 000 euros de chiffre d'affaires tout seul, sans site internet. Bon, c'était marrant, mais peut-être que je ne le referais pas, je pense, ça, par exemple. On aurait plus d'impact, je pense. D'accord, tu irais plus vite et plus en ayant plus d'impact pour Exactement. avec En ta me faisant plus confiance sur mon intuition, justement, de base, de dire, je sais que ça va marcher. Et du coup, comme je sais que ça va marcher, je vais me donner moins de mes ambitions. Je pense que j'ai eu ce temps-là parce que j'ai besoin de voir que ça va marcher avant de vraiment y aller à fond. Alors, je pense que j'aurais pu y aller à fond et suivre mon intuition. Ça veut dire oser, en fait, c'est ça. Ouais, C'est une ouais, autre, ouais. ça, c'est une autre aptitude du leadership, en fait, et de l'entrepreneur. C'est oser faire, en fait, et se donner vraiment des permissions pour pouvoir le faire. Donc écoute, Romain, encore merci d'avoir osé de faire, de monter ce que tu es en train de monter, parce que ça a du sens, parce qu'effectivement c'est exemplaire. C'était Samson et Goliath, en fait, hein. Donc tu t'attaques à un gros et à la fois à des changements culturels, à la fois avec des a priori des uns et des autres, donc à la fois quelque chose qui n'existe pas. Chapeau de l'avoir fait, encore une fois, et je lisais dans les commentaires tout à l'heure que c'est souvent les petits qui justement bousculent les gros, en fait, qui eux restent peut-être qui ont plus de difficultés à pouvoir se mouver, à pouvoir bouger. Et donc un grand merci, Romain, à toi. On souhaite beaucoup, beaucoup de belles réussites à la bâtisse, beaucoup de femmes en reconversion et d'entreprises qui accueillent tes élèves, en fait, entre guillemets. Et que ça puisse s'accélérer, comme tu disais tout à l'heure, que ça puisse prendre plus d'ampleur et ça puisse répondre aux besoins à la fois sociétal et à la fois aux besoins économiques pour que tu puisses continuer à faire en sorte d'exercer ce que tu fais. Donc merci de nous avoir dit ça. Merci de nous avoir montré un peu comment est-ce qu'on peut passer d'entrepreneur
parce que les gens se posent la question, comment ça se fait que les gens, il y a des bifurcations, des jeunes et comment on attire les talents et qu'on les garde. Ben, tu nous as donné une piste, hein, quand ça a du sens, et bien, ça pour toi qui fait partie de ces gens qui ont besoin de sens, ben, c'est ça un des moteurs de comment est-ce qu'on peut t'attirer ou te garder dans des voilà, dans des projets. Mmh. Donc, merci à tout ce que tu fais. Merci à vous tous pour avoir, suivi et posé des questions, pour cette matinale. Je vous donne rendez-vous, le 21 février prochain, et puis, en attendant, je vous souhaite une très, très belle journée, un très bon week-end et puis à tout bientôt. Merci, merci Au à revoir. tous, merci, au revoir.